J'ai évidemment l'honneur d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Hubert Etoundi, qui est un confrère. Bonsoir Hubert. Bonsoir Frédéric Bongo, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à ceux qui sont au plateau d'Yaoundé, bonsoir à l'Afrique, l'Afrique combattante, l'Afrique militante, l'Afrique en réalité qui a tout intérêt au regard des deux thématiques que nous allons aborder aujourd'hui à retrouver le chemin de la paix, le chemin de développement, le chemin de la construction d'une conscience positive, d'une conscience en réalité qui ne s'enfonce pas dans cette grégaire de disputes électorales, de querelles, de tueries, d'assassinats et autres, parce que un sujet qu'on va prendre tout à l'heure, je me permets de le dire déjà d'entrée du jeu, quand vous parlez de DDR, il faut peut-être dire tout de suite que depuis 1950, l'Afrique a connu près de 200 coups d'État. Alors, si on arrive aujourd'hui à des situations de DDR, il faut comprendre aussi que, après les coups d'État, qui était la manière de l'Occident de pouvoir manœuvrer en Afrique, parce qu'en principe, quand vous suivez la plupart des coups d'État, tous ces coups d'État avaient lourdement une main exogène, même si de manière endogène, les acteurs en réalité avaient quelque chose à se reprocher. Il y a toujours des complicités d'ailleurs. Puisque la logique des coups d'État a échoué et qu'aujourd'hui, on ne peut plus venir éliminer un Thomas Sankara. En fait, il n'en existe pas actuellement. On ne peut plus l'éliminer de manière solennelle et publique. On a donc trouvé une autre technique, c'est celle des rébellions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à cette affaire de désarmement, démobilisation et réinsertion. Nous allons en parler. C'est donc quelque chose de très très épineux et très complexe parce que quelque part, on arrive toujours à la multiplicité des conflits et des zones de litige. Merci Hubert Etoundi. Nous allons donc voir à quoi servent effectivement ces programmes-là et quels sont les résultats qui ont été obtenus à l'aune de ce qui sert et d'Emmanuel Kounié, que je sais très avisé sur la question. On sait très bien que Jean-Pierre se considère toujours comme le président élu. Et Hubert Etoundi, je vous vois piaffer d'impatience. Je vous donne 2 minutes pour dire un peu ce que vous avez sur le cœur, parce que ce n'est pas le thème central de notre débat de ce soir. Tout à fait. Mais vous savez, l'histoire est dynamique, elle est la conscience. L'histoire, en réalité, quand on la restitue, c'est la vérité. La vérité, c'est que Jean Ping a pris la parole à 10 jours d'hospitalisation, après 10 jours d'hospitalisation d'Ali Bongo. Son ton était modéré. Il a appelé à la réconciliation du Gabon, à un seul Gabon. On a vu un Jean Ping qui prend une posture de l'ancien diplomate de l'Union africaine, président de la Commission de l'Union africaine, et il a dit qu'en réalité, et là je prends ces mots, parce que ce sont ces mots. C'est pour ça que je parle d'histoire. Absolument. Parce il ne faut pas fabriquer, il ne faut pas coller à Jean Ping ce qu'il n'est pas, alors qu'il est ce qu'il dit. D'accord. Il dit: il faut que nous revenions ensemble, que nous asseyions autour d'une table et que nous dépassions nos égos des tribus, des régions et autres, et que nous allions vers l'intérêt général. Voilà ces mots. Mais maintenant, samedi dernier, Jean Ping, je ne sais pas quelle mouche a piqué Jean Ping, quelle a été la dynamique de sa communication. Je trouve d'ailleurs les communicateurs qui ont travaillé pour ces meetings-là de 400 personnes très piètres, je suis désolé de le dire, parce que c'est un discours à l'emporte-pièce que Jean Ping a prononcé. Voici ce que Jean Ping dit. Quand la négociation est bloquée, il faut la confrontation ou l'affrontement. Mais l'affrontement contre qui? Là, je prends les mots, monsieur, je crois que c'est monsieur Kounié, c'est ça? Monsieur Kounié. Je restitue les mots de monsieur Jean Ping. Il dit ceci. On ne va pas faire un ping-pong. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur. S'il vous plaît. Il faut être galant. Vous avez parlé. Je vous demande seulement ce que vous auriez fait à sa place. Dans la négociation. Non, monsieur Kounié, laissez-moi la prérogative de poser les questions ici. Voilà. Je crois que oui, allez-y, Hubert. Je ne veux pas aller à qualifier l'opposition africaine de tout ce qui a été dit, mais même si ça a l'air d'être ça,
quand vous dites quelque chose, vous représentez ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est vous. Jean Ping appelle à l'affrontement. Pendant qu'Ali Bongo, le président, qui a été investi, est sur un lit d'hôpital. Tout à fait. C'est quand même indécent. C'est indécent dans une Afrique où, comme le disait Bilo Aïssa Yaoundé, où la maladie et la mort ne sont pas des choses convoquées ou voulues. Où ces éléments exigent quand même un minimum de sympathie, un minimum de compassion, même si c'est avec son ennemi. Merci Hubert Etundi. Oui, je m'en voudrais de ne pas vous donner une minute. Je ne veux justement, Dr Dorsouma et son co-panéliste qui est Anjamena avec lui, Moussa Karamlé, lui qui est analyste politique, ne sont pas encore prêts. Je reviens donc directement à vous, Hubert et Tundi. Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité les combattants de Boko Haram et les irrédentistes de la zone anglophone? Est-ce que c'est la même chose, une revendication confessionnelle et une revendication politique? Absolument pas, non. Revendication confessionnelle pour les séparatistes ou les sécessionnistes ou les invasionnnaires, ce n'est pas une revendication confessionnelle. Elle est partie d'un cadre et d'un contexte confessionnel pour maintenant s'ouvrir dans un cadre véritablement révolutionnaire. Non, je parlais de confessionnel par rapport à Boko Haram qui veut installer en fait un califat au nord du Nigeria. Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité avec les revendications politiques qui viennent de la zone anglophone, donc identitaires? On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité. Relativement au contexte, relativement à l'idéologie, relativement à la pensée et aux ambitions que charrient les deux mouvements. C'est ça. Quand on prend Boko Haram, c'est une excroissance. Je crois d'ailleurs, et c'est M. Emmanuel Kouigne et M. Biloua ici, fort heureusement se sont entendus là-dessus. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est là où le pouvoir de Yaoundé, le gouvernement, vous avez parlé de sécurocrates et autres, c'est là où ils pêchent souvent. Parce qu'au Cameroun, on a la logique des savants tout. Je me souviens exactement, lorsque nous lancions, je salue fortement le président directeur général d'Afrique Média, parce qu'au départ, on cherchait l'initiative, comment faire pour arriver à ces débats. Lorsque nous lancions le débat panafricain, nous avons pointé du doigt pendant 9 mois durant, en disant Boko Haram va entrer au Cameroun. Les sécurocrates de Yaoundé que je peux nommer, j'évite de nommer pour ne pas verser dans la polémique. Oui, c'est mieux. On dit non, Boko Haram c'est une affaire nigériane. Boko Haram ne pourra jamais entrer au Cameroun. J'ai rencontré des officiels, je leur ai dit, messieurs, ce que nous avons, les informations du sommet du monde, parce que nous avons les informations de la CIA, Central Intelligence Agency, nous avons les informations de tous les groupes, en fait, de toutes les associations nigérianes, qu'en réalité, le projet c'était de fractionner le Nigeria et d'étendre ce fractionnement dans le golfe de Guinée. Donc Boko Haram, c'est cela. D'abord, une espèce de négociation de l'Occident, une négation de l'Occident, c'est-à-dire l'école occidentale est un péché, mais ensuite une récupération même par cet Occident pour en réalité asseoir une idéologie, monsieur Emmanuel Kouigne n'aime pas entendre ça, de déstabilisation et d'affaiblissement de la région, en fait de tout le golfe de Guinée. Donc c'est ça Boko Haram. Donc nous sommes là, par rapport au Cameroun, nous sommes dans une entité extérieure qui fait son excroissance au Cameroun par rapport à ses ambitions sous-régionales, c'est-à-dire que prendre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre et les mettre en bateau. C'était ça. Parce que le président Idriss Déby comprend la logique ou l'ampleur ou la menace de l'affaire au sommet de Paris. Lorsque le président Paul Biya dit nous sommes venus ici pour combattre, pour faire la guerre totale à Boko Haram. Annoncer la guerre à Boko Haram. Alors tout est dévoilé. Parce que même, comment il s'appelle, l'ancien président qui est parti là, qui a fait un mandat en France, Hollande, a écarquillé les yeux parce qu'il ne s'attendait pas à pareille chose. Donc voilà Boko Haram. On ne peut donc pas loger dans une même logique ou dans une même trajectoire, dans une même enseigne, ce mouvement qui a ses excroissances. Et on sait comment c'est parti au Cameroun avec l'enlèvement la prise des otages et autres, les négociations et les rançons payées et autres. Le mouvement du dans la zone anglophone, dans le nord-ouest et du sud-ouest, il est ancien. C'est un mouvement
qui est une négation de ce qui avait été fait avant 72 et 72. Qui est d'abord identitaire. Qui est identitaire, voilà. Qui est identitaire et qui se pose sur la base des personnes qui se disent avoir été flouées et qui ne veulent pas rester dans cette entité-là. Or, le président Paul Biya connaît bien le problème. Il a travaillé avec le feu président Amadou Ahidjo. Il connaît le problème. Et je ne veux pas faire l'histoire de ça. Je reviens à ce que j'ai aimé les prises de parole de M. Emmanuel Kouigné et de M. du patriarche Billois ici. On revient sur le ressent. Le ressent, c'est quoi? Quand cette affaire déclenche, quel est le discours de ceux qu'on envoie? Le discours, c'est la négation. C'est la négation. C'est ça. Le discours, c'est l'insolence. Le discours, c'est l'arrogance. Mais attendez, on ne gouverne pas comme ça, je suis désolé. On ne va pas apprendre aux gens à gouverner. Mais en réalité, nous devons dire qu'on ne peut pas gouverner dans la suffisance, on ne peut pas gouverner dans l'arrogance, on ne peut pas gouverner dans l'insolence. On crée ce qu'on appelle des frustrations. Et à partir de ces frustrations, il est difficile en réalité d'arrêter ce que ces frustrations engendrent. Est-ce que selon vous, le président Paul Biya prend la mesure véritable de la situation sur le terrain? Le président prend la mesure, mais comme Billois ici, c'est quelqu'un qui fait dans la sécurité, il n'a pas voulu dire certaines choses, peut-être il va revenir. On va donc y revenir. Cette affaire-là, c'est un mélange. Comme en réalité les sécurocrates de Yaoundé et les receleurs de cette affaire. Parce qu'il y a des gens qui profitent de cette affaire. C'est-à-dire, Balié, prenez, vous avez cité la Côte d'Ivoire, vous avez cité le Mali, la RCA. Mais ajoutez la Libye, ajoutez la absolument, Sierra Leone, absolument. Vous comprendrez que, et ça c'est même les petits-enfants qui nous suivent et qui lisent ces choses, comprennent que le DDR arrive quand la guerre est déjà à sa fin. Je le redis, monsieur Emmanuel Kouigné ne l'invente pas. Ça arrive à la fin parce que on l'a vu en Afrique du Sud, ça engage le mouvement de réconciliation. Ça engage le mouvement en réalité de reconstruction nationale. On ne peut donc pas le faire. La logique c'est quoi? C'est le trompe en œil. Il faudrait qu'on le dise. Parce qu'en même temps, quand on parle ici, on ne parle pas pour satisfaire à des personnes. On veut creuser des choses jusqu'au fond. Le discours du président, le 6 décembre, lors de la prestation des serments, le 6 novembre, autant pour moi, le 6 novembre a planté le décor. Quand le président de la République plante le décor, ceux qui doivent étudier, et lui proposer des solutions. C'est-à-dire ceux qui doivent balayer les perspectives. Oui. Ceux qui doivent analyser les trajectoires doivent utiliser la finesse. C'est de ça dont il est question. D'accord. On y revient. Le président on revient. Cela en place Hubert parce que c'est sa prérogative. Oui, Hubert Etundi, on va revenir sur l'efficacité de cette DDR-là. Au-delà de la problématique que vous soulevez, à savoir qu'au Cameroun, la charrue semble avoir été mise avant les bœufs. Nous allons revenir. Nous allons revenir. 500 000 personnes. Nous allons revenir. Nous allons dans la zone africaine. Hubert Etundi, vous ne me laissez pas parler, mais nous allons revenir. Nous allons revenir à cette efficacité-là, parce que c'est l'objet effectivement de ces débats. Mais laissez-moi donner la parole à N'Djamena, précisément à Dr Dorsouma Ahmed. Kassi, c'est simple. Non, c'est faux. Je crois qu'en principe, il y a une problématique qui est sérieuse, parce que peut-être que M. Emmanuel Kouigné veut nous embarquer dans la politisation accélérée et accentuée de la crise dite anglophone du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'est pas question de ça. Il est question de l'intérêt général du Cameroun. On ne peut pas, sous le fallacieux prétexte qu'un président a mis 35-36 ans, vouloir sectionner ou diviser ou partitionner un pays. C'est des choses qui sont inadmissibles, et sont inacceptables. Et c'est pour ça qu'ici, la grande problématique qui se pose, c'est celle de savoir comment en réalité conjuguer la prédation occidentale, exactement, le terrorisme de l'État occidental, à la gestion des réalités locales. C'est de ça dont il est question. En réalité, Hubert Etundi, je pense qu'on est en train de se perdre. Je crois qu'on est en train de... Monsieur Kouigné, Emmanuel Kouigné, laissez Hubert
parce qu'il a la parole. Mais je voudrais lui poser une question et on sort de ces débats. On sort de ces débats. Est-ce qu'en définitive, les DDR, ces DDR dont on parle, ne sont pas juste un cache-sexe pour se donner bonne conscience, puisqu'on voit très bien que les résultats dont on attend de ces DDR-là ne sont pas toujours à la hauteur. On ne peut pas le dire tout de suite en ce qui concerne le Cameroun, même si... On ne parle pas que du Cameroun, là. Oui, bon, je veux peut-être commencer par le Cameroun, parce que pour les autres cas, le Mali c'est en pleine guerre, il a assez cité, hein, tout ce qu'il a cité là est vrai. Absolument, oui. Le Mali c'est en pleine guerre, RCA c'est en pleine guerre, c'est en pleine guerre. On a vu ce que ça a produit. C'est quoi? Et il a prononcé le mot, c'est qu'il y a escalade. Tant qu'il n'y a pas de désescalade et qu'on va vers la fin du conflit, il y a toujours des problèmes et des sérieux problèmes. Et ces problèmes-là peuvent être attisés beaucoup plus par les acteurs exogènes. Parce que les acteurs exogènes sont des financiers. Je voudrais qu'on soit clair et qu'on essaie de dire des choses telles qu'elles se présentent. Allez-y. Lorsque la crise dite anglophone prend la dimension sécessionniste, Ayoub Tabé, qui est à Yaoundé présentement, on a vu le ballet international qu'il a fait. Parce que quand on dit on a vendu le Cameroun à une certaine entreprise et tout ça que je ne veux pas prononcer, mais il faut prendre les discours de M. Ayoub Tabé, que ce soit au Canada, que ce soit sur France 24, que ce soit partout où il passait. En réalité, quand il voulait aller en Angleterre, il a été déclaré persona non grata. Ces discours-là étaient fondateurs des personnes qui n'avaient autre chose que venir partitionner le Cameroun. À partir de là, en réalité, Ayoub Tabé prenait sa puissance d'où? De l'intérieur du Cameroun? Pas du tout. Il prenait sa puissance, son pouvoir, la structuration de son discours auprès de ses agents étrangers. Et ce sont ces agents étrangers qui donc moulaient, en fait, faisaient circuler la manne du financement jusqu'au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, nous nous trouvons, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, nous nous trouvons dans une problématique. À ce niveau, il faut féliciter l'armée camerounaise. À ce niveau aussi, il faut féliciter le président de la République. Parce qu'en réalité, on ne peut pas permettre vous avez une maison et les gens entrent pour diviser votre maison, vous les laissez faire. C'est intolérable, ça ne peut pas se faire. Je prends rapidement un exemple. Pourquoi d'ailleurs, monsieur Emmanuel Koigné, je veux donc je veux reprocher tous les hommes politiques de ce pays. Vous avez contribué à ce que cette crise s'empire. Les hommes politiques ont contribué. Parce qu'en réalité, les leaders politiques de ce pays, qui disent ne pas vouloir la partition, qui disent ne pas vouloir la sécession, devaient dire d'entrée de jeu, pas de partition et devaient avoir le même langage. Mais on a vu la commercialisation, l'instrumentalisation à travers les discours de ces hommes politiques. Même les hommes religieux sont entrés dans ce discours-là. Aujourd'hui, ils ont voulu jouer les médiateurs alors qu'ils avaient un discours très dur. Quand vous êtes dans une maison et que la maison veut prendre feu et que la maison veut se diviser, comment vous voulez prendre le parti d'un camp? Quand moi je parle ici, je vous rassure, hein, je ne prends pas le parti du pouvoir dans cette affaire. Parce que prendre le parti du pouvoir ou se ranger dans un camp empire les choses. Mais l'autorité de l'État ne doit pas être bafouée. L'autorité de l'État, qui est la garantie de la sécurité ou de l'intégrité territoriale, ne doit jamais être n'est pas négociable. N'est pas négociable. J'achète par là très rapidement. Oui, allez-y, très rapidement. Je prends un cas qui est très symbolique. Je prends le cas de la Catalogne. Est-ce que le pouvoir central espagnol a négocié avec les Catalans? Non. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu une pression. Monsieur, vous êtes obligé de respecter la Constitution, l'article 155. Aujourd'hui, est-ce que la Constitution actuelle qui prévoit l'État du Cameroun indivisible a été modifiée? Pas du tout, en ce sens-là. Bon, d'accord. Comment donc nous allons donc. Celui qui assure l'autorité de Hubert l'État, Etundi, on peut accepter qu'il y ait division. Merci. À ce niveau, tous les hommes politiques doivent comprendre cela. Oui, Hubert Etundi, merci. Mais vous avez, oui, Emmanuel Koulé, vous avez été interpellé, notamment sur l'instrumentalisation de cette crise que vous, les politiques,
Absolument. Accusés, vous êtes accusé d'avoir... Bon, je voudrais dire à M. Etoundi que c'est un incident, mais les acteurs sur le terrain ne pensent pas exactement la même chose. Hubert Etoundi, le mouvement citoyen La Lucha, qui milite activement pour l'alternance, relie cet incident-là, cet incendie-là, pour dire ça, au retard de la distribution, dans la distribution du matériel électoral, pour interroger effectivement cette coïncidence. Admettons quand même que c'est quand même très curieux cette coïncidence. Oui, c'est une coïncidence et je dois revenir toujours sur le discours des acteurs et sur les éléments factuels que vous êtes en train d'évoquer. L'un des éléments factuels, c'est que ces machines sont très controversées et c'est l'opposition qui a fait cause, une partie de l'opposition, de publiquement dénoncer ces machines et ne pas et les rejeter. Alors vous voyez, cette posture-là, elle est déjà ambiguë. Elle peut interroger la logique que questionnait Lilo ici tout à l'heure, sans vouloir désigner nommément l'opposition, à part. Cette controverse-là, c'est-à-dire rejeter les machines avant les élections, que ce n'est pas de bonnes machines, interroge déjà les acteurs. Autre chose qu'il faut relever et relever avec des traits, souligné avec des traits. C'est ce jeu, ce ping-pong qui s'est joué entre le parti au pouvoir et l'Union européenne. C'est-à-dire retarder, maintenir les sanctions de l'Union européenne. Et cela a contribué à fragiliser, justement, les acteurs politiques. Et du coup, cette fragilisation fait en sorte que on n'est plus dans une mesure de soutenir une élection qui va se passer de manière crédible. L'Union européenne, en maintenant les sanctions sur 14 personnalités, a jeté un peu du trouble. Et cela, en réalité, peut renforcer les positions de l'opposition. Parce que l'opposition peut se dire, si l'Union européenne maintient ses sanctions, alors justement, puisque nous voulons le report des élections, on peut aller jusqu'à mettre une main noire dans le matériel électoral. Je suis seulement en train d'envisager les pistes pour démontrer. Et vous voyez, ça ne se passe pas le jour, ça se passe la nuit, ça se passe à 1h GMT, à 2h, heure locale. Vous comprenez donc que c'est une affaire bien orchestrée et bien organisée dans ce cafouillage pour qu'on revienne au dilatoire de l'organisation des élections qui est parti, vous avez bien cité de pratiquement 2014, avec tout ce qui s'est passé, la contradiction face à Joseph Kabila. Donc on se trouve, en ce qui me concerne, sans vouloir désigner nommément le pouvoir en place, parce que les enquêtes ont été lancées, sans vouloir désigner l'opposition, nous nous trouvons dans une situation de cafouillage, dans une situation de pourrissement qui risque de profiter à un acteur essentiel. Cet acteur-là n'est pas exogène, n'est pas endogène. Cet acteur est exogène parce que l'Union européenne va se dire certainement, voilà des gens qui veulent organiser les élections, ils disent qu'ils ne veulent pas le financement de l'étranger et ils n'arrivent pas à sécuriser, et j'arrive donc à la sécurisation, ils n'arrivent pas à sécuriser le matériel électoral. Ce sera une raison de plus pour dire à l'Union, pour que l'Union européenne se dise, nous avons maintenu les sanctions parce qu'en réalité, nous trouvons que ces acteurs-là sont responsables de l'abus des droits de l'homme, de l'usage de la force disproportionnée, etc. Mais maintenant, nous trouvons qu'ils sont incapables même de sécuriser le matériel électoral. Rappelons quand même, le chiffre est très fort, c'est 8000 machines qui ont été brûlées et détruites. Donc ça fait problème. Ça veut dire qu'en réalité, même si le parti au pouvoir, ça c'est la logique du patriarche Biloa ici, persiste et insiste à la bonne volonté d'organiser les élections le 23 décembre prochain, il y a déjà un problème, un litige, une situation politique qui se pose, qui peut être récupérée ou instrumentalisée soit par l'opposition ou l'Union européenne. Et ça, il faut veiller absolument. Je ne sais pas si on va remplacer les 8000 machines, je ne sais pas comment on va procéder, mais toujours est-il qu'il y a déjà un problème sur la tenue effective de ces élections par rapport à ce climat-là. Merci. Ça me permet justement de rebondir